Bonjour! Je crois que c'est la première fois que je vous dis bonjour dès le début. Ça progresse un peu quand même. Nous sommes actuellement le 22 septembre et nous rentrons tout juste d'une manifestation devant le centre hospitalier de Valence. Voilà, aujourd'hui c'est un rassemblement pour la défense de la santé, entre autres l'hôpital public, mais la santé en général, parce qu'aujourd'hui il y a des attaques en permanence concernant la santé, surtout avec ce gouvernement. On a vu pour la première fois en France des urgences fermées. On a demandé aux patients de faire le 15. En matière de protection de la santé, en matière de protection des droits, exiger des hausses de salaire pour exiger des revalorisations. Dans les zones rurales, par exemple, c'est un écart d'espérance de vie de 2 ans à cause du manque d'accès aux services publics et du manque d'accès aux soins. Allez, merci beaucoup à tout le monde. Bonjour Karim. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous inviter chez toi. Avec plaisir. Donc je disais, on était en manifestation devant le centre hospitalier de Valence. Est-ce que tu peux déjà te présenter? Karim Chkeri, je suis secrétaire du syndicat CGT à l'hôpital de Valence et j'ai été aussi candidat aux élections législatives pour la NUPES à la première circonscription de la Drôme. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi on manifestait aujourd'hui et pourquoi dans toute la France on a appelé à la manifestation pour l'hôpital public? Il y a eu cette action aujourd'hui parce que c'est un appel national déjà d'une part et c'est de rappeler les grandes difficultés qu'il y a eu cet été avec les fermetures d'urgence un peu partout en France. Donc rappeler que la santé aujourd'hui est en danger pour la population. Parce que aujourd'hui, on sait l'hôpital public est dans une situation assez critique, donc on a vu donc les fermetures de services d'urgence, etc. Concrètement, dans quel état il est aujourd'hui l'hôpital public? L'hôpital aujourd'hui, je dirais que c'est un malade, je vais le comparer comme un malade. C'est un malade qui va très mal, parce qu'aujourd'hui, c'est pas simplement les urgences, c'est tous les services de l'hôpital qui se retrouvent en difficulté, par manque de médecins, par manque de personnel soignant. Aujourd'hui, ça fait très peur de voir que notre outil qu'on utilise tous les jours est en grande difficulté. Comment ça se fait qu'il en est arrivé là? Il en est là parce qu'il y a eu des politiques d'austérité permanentes. On veut faire des économies, parce qu'on dit que voilà, l'hôpital coûte cher. Donc du fait que l'hôpital coûte cher, donc on dit on va faire des économies, donc on ferme des lits et on supprime du personnel. Moi je prendrais aussi l'exemple du fait qu'on demande à l'hôpital de s'endetter. Aujourd'hui, tous les hôpitaux de France s'endettent pour fonctionner. Donc en fait, on a un fonctionnement, un endettement. D'accord. Au lieu d'avoir un fonctionnement direct, c'est-à-dire sécurité sociale hôpital. Concrètement, ça se manifeste comment? Concrètement, un hôpital aujourd'hui, pour fonctionner, il va emprunter. D'accord. Donc au lieu d'avoir de l'argent directement par la sécurité sociale, Ouais. il emprunte. Donc c'est là la grande difficulté. Alors que dans les années 90, on avait le fonctionnement direct, on ne passait pas par les banques. L'argent venait directement de la sécurité sociale? Directement. D'accord. Alors qu'ils ont décidé du jour au lendemain, ce qu'on appelle la tarification à l'activité, Ouais. du jour au lendemain de dire non, on va contrôler les dépenses. D'accord. On contrôle les dépenses, mais on fait venir un nouvel interlocuteur qui s'appelle les banques. Mais en fait, c'est pas justifié. Donc en fait, on te demande d'endetter et de payer des intérêts. Donc en fait, tu t'endettes. Donc c'est le fonctionnement, l'endettement, au lieu d'avoir un fonctionnement direct qui était plus sain. Ouais. Mais par le passé, on arrivait même à construire des hôpitaux de proximité. Parce qu'on avait de l'argent qui était direct, quoi. Et là aujourd'hui, c'est on endette. Aujourd'hui, tous les hôpitaux de France sont endettés. D'accord. Il n'y a plus aucun hôpital aujourd'hui qui ne soit pas endetté. Et tous les hôpitaux vendent aussi leur patrimoine. Tous les hôpitaux recevaient des legs par le passé. Voilà, il avait des donations, des legs, des personnes qui mettaient dans leur testament, voilà, je donne un terrain, je donne une maison à l'hôpital. Et tous les hôpitaux ont vendu tout leur trésor, entre guillemets, voilà, pour pouvoir rembourser les dettes qu'ils ont. D'accord. L'une des revendications qu'il y avait durant la manifestation, c'était la fin du numerus clausus. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Le numerus clausus, c'est en fait le nombre qu'on va former de médecins. D'accord. Voilà. Et le gros problème, c'est Macron dit qu'il a supprimé ce numerus clausus,
Mais le gros problème, c'est qu'on n'a pas créé de places supplémentaires à la hauteur pour pouvoir former des médecins supplémentaires. Parce que tu peux supprimer un quota, c'est un quota en fait, de médecins que tu dois former. Tu peux le supprimer, mais si tu ne mets pas les écoles en face et bien sûr les classes en face, donc ça ne sert à rien, quoi. Donc aujourd'hui, on en est là. Donc en fait, on se retrouve à avoir supprimé peut-être un numerus clausus, mais sans mettre de place supplémentaire, forcément de place supplémentaire. Il y en a quelques-uns, mais à la marge, mais très peu. C'est-à-dire, moi je prends ça comme l'offre et la demande. À un moment donné, tu as besoin de médecins, mais tu ne mets pas de médecins en face, quoi. Tu ne mets pas de place supplémentaire en face. De toutes ces politiques d'austérité et de manque de moyens matériels, humains, etc., quelles peuvent être les conséquences directes sur la population ? Les conséquences, comme j'ai dit en préambule, c'est une mise en danger. Parce que quand tu étais obligé d'attendre des heures aux urgences, ou que tu sois obligé d'attendre 30 minutes quand tu fais le 15, moi je prends l'exemple criant qui est lorsque tu fais un AVC ou une crise cardiaque, si tu n'es pas pris dans les 10 minutes en charge, tes chances sont quasiment nulles. Oui, pour rappeler, le 15 c'est le numéro du SAMU. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place tout de suite, maintenant, immédiatement, pour au moins gérer la situation sur le court terme, là, tout de suite ? À court terme, déjà, c'est recruter des médecins. On va nous dire, mais justement, vous me dites qu'il manque des médecins. Mais il y a des pays étrangers qui forment beaucoup de médecins. On pourrait déjà conventionner avec ces pays-là. Parce qu'il y a des pays qui forment énormément de médecins et qui demandent qu'à travailler. Donc on pourrait les recruter. Déjà, mettre en place un plan de formation de personnel, à la fois médical et paramédical. Avoir un vrai plan sur la santé. En fait, c'est aussi la santé de l'hôpital, mais aussi la santé de ville. Donc c'est un vrai plan global de la santé avec un vrai plan de formation de soignants. Et réintégrer aussi les personnels suspendus. Parce qu'à l'échelle de la France, il y a énormément de médecins, mais aussi d'infirmières qui sont suspendues. Qui ont été suspendues pendant le Covid. Voilà, à cause de la vaccination. C'est ça. Et sur le plus long terme, comment tu vois l'évolution de ce que pourrait être le service public de la santé en France ? C'est de prioriser déjà, de remettre, de se dire que ça devient une priorité nationale. Il faudrait que la santé redevienne une priorité nationale, qu'on mette l'accent, qu'on mette les moyens déjà financiers, parce que tu sais, quand on te dit la santé ça coûte cher, mais c'est un investissement pour moi la santé. Parce que c'est ce que je dis à chaque fois, c'est un investissement, parce que si tu soignes, s'il y a une prévention qui est mise en amont, c'est des personnes en moins en arrêt maladie, c'est des personnes en moins qui vont pas aller au bloc opératoire, parce qu'il y a eu cette prévention qui a été mise en place. Parce que oui, la santé est un coût, mais le fait que si tu n'as pas une politique de prévention, si tu n'as pas une politique de pouvoir soigner tout de suite, ça devient plus grave et plus cher. Et voilà. Moi, je prends toujours, on se dit, on va utiliser les mêmes termes que les macronistes. On va parler finances, quoi. À un moment donné, à court terme, vous faites peut-être des économies, mais à long terme, ça coûte cher. Est-ce que tu penses que toutes ces stratégies des gouvernements libéraux visent à clairement orienter les couches supérieures de notre société vers le privé ? Il y a déjà ça, en fait, on veut un système un peu à l'américaine. Tu as de l'argent, tu te soignes. Tu n'as pas d'argent, tu ne te soignes pas. Donc on veut aller à un système un peu ultra-libéral où c'est les plus riches qui se soignent et les plus pauvres qui ne se soignent pas. Et derrière, il y a un objectif qui est de pouvoir mettre la main sur l'argent de la sécurité sociale. Parce que ce sont des milliards qui sont en jeu. Donc ils ont déjà commencé un peu à détourner cet argent. Donc la sécurité sociale, à la base, c'est pour le service public. À la base. Il y a déjà maintenant des financements qui se font pour les cliniques privées, parce que, soi-disant, c'est d'utilité publique. Donc on joue avec les mots. Donc voilà, donc on va remplir les poches de certains actionnaires. Et il y a le fameux système bancaire que je te disais, ça permet de dire, tu as des milliards qui passent du côté de la banque. Voilà, avec ce système de l'endettement. Donc derrière, c'est une question de pognon derrière. Alors que cet argent, on doit servir à la communauté, à toute la population, aux citoyens.
La santé, ça ne doit pas être une marchandisation, ça c'est clair. Est-ce que là, tu as envie de rajouter quelque chose? Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que si on ne prend pas conscience que notre système de santé est au bout du bout et qu'on ne fait rien, c'est chacun d'entre nous qui aujourd'hui est concerné. Hein. Parce que oui, aujourd'hui, il y en a peut-être qui sont en bonne santé, mais demain, ils vont avoir un pépin de santé parce qu'ils vont avoir un accident ou parce qu'ils vont tomber malades. On voit bien aujourd'hui que la population n'est pas du tout contente de ce qui se passe quand ils vont aux urgences ou quand ils vont à l'hôpital, parce qu'aujourd'hui, la prise en charge, elle est de plus en plus dégradée et on veut normaliser ça. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est quand même la première fois qu'en France, on a fermé des urgences. Ouais. Et ça, et même dans les pays du tiers-monde, on n'a jamais fermé d'urgence. Et alors que là, 6e puissance économique mondiale, on ferme des urgences. Il y a un problème. On sait combien il y a de services d'urgence qui ont fermé cet été? J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est énorme parce que quand tu vois des CHU comme Grenoble, Bordeaux, voilà, des CHU quoi. Ouais, c'est des gros centres. Des structures qui normalement qu'on pensait solides. Ouais. Qu'on pensait solides et qui ont fermé leurs portes. On se dit là, si les CHU ferment leurs portes, c'est que vraiment il y a un souci. ça va pas, quoi. Il y a un souci. Donc voilà, t'as un problème de santé, porte fermée, CHU, non, ça va pas. Non, il y a un truc qui va pas. Donc oui, on a des soucis à se faire pour nous, pour notre famille, pour nos amis. Voilà, il y a un gros problème. Et en plus, on voit bien que le gouvernement, on a l'impression qu'il veut pérenniser ce mode dégradé et qu'il va dégrader le mode dégradé, quoi. Moi, je dis qu'à une solution, on ne crée pas un problème. Là, le problème, c'est qu'eux, ils créent un nouveau problème. Ouais. C'est de dire, il y a un problème, pas de souci, on ferme les portes. Oui, c'est ça. On ferme les portes, donc on ferme les yeux, mais t'as pas réglé le problème. Donc, le problème, il existe toujours. Mais c'est ça, mais c'est ce que j'avais vu, ça m'y fait penser quand j'avais vu une communication d'Aurore Berger de quelqu'un qui lui disait peut-être la solution c'est d'ouvrir des lits en réanimation, et quand elle répondait non, parce que plus de lits en réanimation ça fait plus de gens en réanimation. C'est le but de prendre plus de gens en charge, c'est pas d'en prendre moins en charge. Surtout que si on ferme les lits en réanimation, les gens ils en auront quand même besoin, quoi. Oui, et surtout l'arrière c'est quand même particulier, quoi. C'est une question de survie. C'est pas très réjouissant tout ça, mais bon, c'est la réalité de la situation. C'est pas réjouissant, mais en même temps il faut vraiment s'en rendre compte. Voilà, il faut se rendre compte et se dire qu'il y a une autre solution. Il y a d'autres solutions. Et on a déjà perdu 5 ans avec Macron et on va perdre encore 5 ans de plus. Parce que lui, au lieu de régler le problème, il va accentuer le problème. C'est parti pour... Bon. Karim, merci beaucoup. Merci à toi. C'était super intéressant, c'était trop bien de t'avoir ici. T'es le premier invité, j'espère que tu ne seras pas le dernier. Dites-nous si ça vous a plu, si vous avez encore des questions, et puis si on doit compléter, tu vas revenir. Non, je sais pas. Avec plaisir. Bon, si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, le like, le partage, l'abonnement. Est-ce que tu es actif sur certains réseaux sociaux, toi? Sur Facebook, un peu, ouais. Bon. Et là, je vais essayer un peu sur TikTok, on va voir. Ok, trop bien. Bon, je vous mettrai ça dans la barre de description. N'hésitez pas à suivre Karim Chkeri. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Toutes mes vidéos se finissent en queue de poisson, mais vraiment, j'ai bon pas de fin, j'ai pas de début. Tu lances et puis, voilà, quoi. À la prochaine fois. Ouais, c'est ça.